volonté de correspondre à la réalité du terrain ou éviter tout risque d'homonymie. Alors, les 4 voies, c'est la dénomination existante, c'était place des Crêtes, qui va devenir place des Palavres. Promenade des Crêtes va devenir impasse des Crêtes. Rue de l'Ambeste va devenir impasse des Cistes. Et l'esplanade du Luberon va devenir impasse de l'esplanade. Voilà. Deuxièmement, les voies sans nom. Et donc là, il y a 28 dénominations. Alors je vous l'ai dit, puisque vous n'avez pas la possibilité de les voir. Alors on a trouvé un groupe adressage qui avait de très jolis noms qui avaient été attribués. Alors place des Vents, place des Tilleuls, place des Fontaines, cours de la Farigoule, place des Saveurs, place des Prêcheurs, place du Lavoir, place Carré, place du Bastillon, chemin du Talweg, rue des Alpilles, impasse des Bastides, impasse du Promontoire, chemin des Figuiers, chemin des Lauriers Roses, passage des Tilleuls, passage Adélia, chemin Médicis, chemin des Roches, impasse de la Haute-Corniche, impasse du Petit Liseron, chemin du Canal du Golfe, chemin de la Forêt, impasse de la Basse-Corniche, passage des Calades, impasse des Chênes Verts, chemin des Jeux et traversée des Merveilles. Alors, la commission urbanisme du 21 septembre, donc il est proposé aux membres du conseil municipal de valider ces 32 dénominations et d'autoriser Madame le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Voilà. Donc, je tiens à remercier vraiment la commission de nomination des voix et ce travail qui a été fait. On en vient bientôt à bout. Même si on en passera encore un petit peu, mais en tout cas c'est un chantier phénoménal. Et je précise que les voies dénommées, les habitants du Golfe conserveront, comme ça se fait pour tous les hameaux, en plus du nom des voies, domaine du Golfe de Pont-Royal, comme là, domaine de Grande-Jean, de Pont-Royal, etc. Voilà. D'autres questions là-dessus? Précision? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, vote à l'unanimité. Merci à vous. Le rapport numéro 12, c'est la création d'emplois permanents. Donc, vous avez l'habitude du tableau des emplois permanents et de non permanents. Et donc, vous voyez qu'avec cette délibération, la collectivité a souhaité créer un emploi permanent agent polyvalent service technique. Pourquoi? Parce que depuis un an, voire plus, on a une démarche de renfort d'agents auprès de la propreté et qu'aujourd'hui, les besoins de la commune nécessitent de pérenniser, d'anticiper les futurs départs d'agents et donc de créer le poste d'un agent polyvalent service technique à temps complet, avec actuellement comme on présente le rapport, afin de modifier et d'approuver le tableau des effectifs et dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal. Donc vous le voyez dans le tableau, plus 1 qui est un emploi polyvalent au service technique. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Sinon on passe au vote. Qui est... Oui, monsieur Sambert. C'est bien la création d'un emploi supplémentaire, c'est pas la substitution de notre emploi. Non, là c'est une création d'un emploi permanent. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention. Monsieur Faro et monsieur Sandon. C'est que des personnes? Non, monsieur Faro c'est tout le groupe. C'est tout le groupe. Donc vote à la majorité. Merci à vous. Voilà, concernant les rapports, nous avons tout passé. Juste avant de passer aux décisions du maire, peut-être
Bon, on va passer aux décisions du maire et après je ferai quelques infos diverses et on passera aux questions diverses. Donc, vous voyez que les décisions du maire, on a 4 pages, mais parce qu'on est dans les conventions de mise à disposition des locaux sportifs et des écoles. Mais si vous avez des questions sur les décisions, dans la mesure du possible, on peut y répondre. Est-ce qu'il y avait des remarques par rapport aux décisions du maire? Monsieur Faro. Alors, c'est pas une remarque, c'est un souhait. J'ai vu qu'il y avait un marché de travaux renouvelable 3 fois à hauteur de 400 000 € avec des pages qui avaient été mis en place. Est-ce qu'il me serait possible d'avoir la copie du processus et de l'ensemble du marché de travaux qui a été mis en place ou du contrat? Quel est le numéro de décision? Alors, je vais le retrouver. 131, voilà. C'est ça, 131 du 3/8/2023. Oui, c'est un marché à bon de commande, comme la plupart des communes font des marchés à bon de commande. Voilà. Donc c'est le principe du marché à bon de commande. Merci. Donc, nous en souhaitons la copie du dossier. Bon, merci. Nous ajoutons maximum à 400 000. C'était pas. C'est un contrat cadre, donc c'est intéressant de savoir. Il n'y a qu'un seul attributaire, parce qu'il peut y avoir plusieurs attributaires et des mises en concurrence. Là, ce n'est pas le cas. Donc le prix des travaux, oui, le prix des travaux doit être quand même cadré dans ce contrat, mais j'aimerais savoir effectivement comment c'est cadré. Et on a fait un appel d'offres. Ok, il y a eu un appel d'offres pour passer le contrat cadre. Et un contrat cadre peut être attribué à plusieurs attributeurs qu'on peut mettre en concurrence. Ça facilite, il n'y a pas besoin de faire de publicité, ça facilite la démarche, mais il peut quand même y avoir de concurrence. Là, s'il n'y a qu'un seul attributaire, il n'y a plus tellement de concurrence, et donc les prix doivent être cadrés, et j'aimerais savoir comment ils sont cadrés. Donc la copie de l'intégralité du dossier au niveau de la procédure et des documents administratifs relatifs à ce marché. Merci. C'est communicable, il n'y a aucun souci. Tout est cadré dans ce marché à bonne commande. Encore une note. Une précision par rapport à de Thierry, en fait, il y a une mise en concurrence avant. Donc, sur la présentation de prix militaire, alors après, d'ailleurs, ça peut être intéressant, mais je vais demander du dossier, mais soit 400 000 € maximum, mais après, est-ce que c'est des prestations par coût de journée ou par prestation forfaitaire? Parce que c'est là où après, en fonction du cahier des charges, et est-ce que c'est bien fait ou pas, c'est quand même du marché à bonne commande, c'est parfois compliqué. Soit c'est le coût de la journée, et après ils font leur devis un peu comme ils veulent, soit c'est des prestations forfaitaires sur des prestations bien ciblées, et là, on applique le prix, que ce soit sous-estimé ou sous-estimé. C'est le deuxième cas. C'est le cas. C'est le cas selon les travaux et les fournisseurs. En général, c'est un petit peu plus avantageux ça pour la commune. Mais il sera communiqué. Donc la décision 131. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les décisions? 131 et 132. 131 et 132. C'est bon, pour le... J'ai d'autres remarques. Oui. Alors souvent sur les demandes de subvention, on annonce 30% d'autofinancement. Je prends par exemple la 114, autofinancement commune 30%. Bon, en fait, c'est pas 30%, c'est 45%. Si on prend les chiffres qui sont dans les tableaux, et ça c'est un peu dans toutes les demandes de subvention, il n'y en a aucune où ça correspond au pourcentage d'autofinancement de la commune. Oui, je laisse la parole à Patricia. Oui, sur le financement, on est toujours sur le financement sur le hors-taxe. Le truc, c'est juste de mettre l'autofinancement, le pourcentage, si c'est 45%. Non, le pourcentage, c'est qu'on est sur le hors-taxe. Le pourcentage s'applique sur le hors-taxe. L'autofinancement, ça va être le reste plus la commune. De sorte que recalculer, je ne pas 47%. Ça change un peu, non, c'est jamais. Pardon? Là, ça ne fait pas 70-30, c'est ça qu'on dit. Alors, soit 59 955 358, 59 000, ça ne fait pas 70%. Qu'est-ce que c'est pour ça du hors-taxe? Du hors-taxe. Il y a un, on met la taxe et l'autre non. Alors, la deuxième ligne, il faut comprendre que les financements
financeurs publics, ça fait toujours sur des dépenses subventionnables hors taxe. C'est curieux, puisque la TVA, on n'est pas soumis. Pour autant, c'est comme ça. Donc, l'autofinancement, il va être non seulement de la TVA, on va ajouter la TVA qui ne supporte pas et qui ne prenne pas en compte, plus notre part. Alors, recalculer, on ne va pas trouver du 70-30. Très souvent, quand on annonce du 60-40, on est sur du 50-50. Si on recalcule. Parce qu'il faudrait que le total ne soit pas en tête de test. Je veux bien, mais on devrait toujours trouver les mêmes rapports quand il y a du 70-30. À moins que les taxes soient totalement différentes d'une subvention à l'autre. Il faudra qu'on regarde ça de près, on ne va pas faire non, il faudrait que le total soit en taxe. Et là, tu aurais 70. Il y a une partie DTC, une partie pas DTC. Je comprends bien ce que c'est dans le total. Si je comprends bien, vous voudriez qu'on fasse apparaître la part hors taxe autofinancée, plus la TVA autofinancée. Et vous êtes plus exigeant que les dossiers du département. Parce que les dossiers du département, ils apparaissent comme ça. C'est-à-dire que le calcul se fait hors taxe, c'est leur mode de calcul. Donc c'est 70 et 30%. Et voilà. Mais je ne suis pas exigeant, je suis un citoyen bête. Et donc, quand je prends les chiffres, j'aimerais bien comprendre. Personne ne peut comprendre. Vous êtes bien d'accord. L'explication, elle vient d'être donnée, c'est le calcul hors taxe. Et après, l'autofinancement de la commune, on est obligé d'y ajouter la TVA au niveau du reste. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas les règles de calcul, on est surpris, vous faites le calcul, ça fait pas ça. Mais en tout cas, je peux vous dire que pour la Provence verte, il y a bien 70% de subventions au département et 30% à la commune. Voilà. J'ai une question, s'il vous plaît. Pour la décision 125, Esther en justice, c'est quoi le problème et avec qui ça concerne qui? Alors, comme toujours, on est en conseil municipal, on est filmé et enregistré, donc on ne parle que des généralités et on ne peut pas parler de nom, etc. Mais c'est assez explicite pour dire qu'on défend les intérêts pour la LDA, et la LDA, c'est la maison des associations. Hein. Donc c'est une décision d'expert en justice pour la LDA. Voilà. Donc on ne peut pas savoir le problème qui est engendré. Non, parce que c'est lié et c'est... voilà, ça j'ai en cours. La demande, je peux la faire tout de même. De quelle façon pour... C'est dommage que, en tant qu'élu, nous ne soyons pas informés. Non, mais vous êtes informés que l'Estimé nous représente pour défendre les intérêts de la LDA, voilà, de la maison des associations. Ça veut dire qu'on est toujours en litige sur la maison des associations. Voilà, et en tant qu'élu, personnellement, je ne peux pas avoir une réponse. Si, la réponse, elle est là, parce qu'elle est l'ordre général. C'est des documents administratifs qui sont communicables, bien sûr. Elle est tout à fait en droit de demander le dossier. Je ne pense pas, tant qu'on n'est pas sur n'est-ce pas? Non, on ne peut pas. Sur les documents, ce qui va être des documents juridiques, ce qui va être mémoire, requête, on est sur une confidentialité. Tu fais tomber sur une instance devant une juridiction. Donc ça, ce sont des documents qui ne sont pas communicables. Après, donc on est informé, mais on ne peut pas ils sont communicables, mais pas diffusables. C'est-à-dire qu'on peut les communiquer, on n'a pas les communiquer. Pardon. Oui, non, les documents, ils soient communicables, soit ils ne l'est pas. C'est très clair. Et les documents juridictionnels ne le sont pas tant qu'il y a une instance en cours. Après, effectivement, on est sur les décisions du maire. Et comme vous l'a dit Madame le maire, donc voilà, on est sur un contentieux qui concerne la maison des associations. Et c'est la société Lexmea qui représente les intérêts de la commune.
sauf que cela nécessite des dépenses de la part de la commune, notamment en frais de justice, et donc que les dossiers, juridiquement, sont communicables. Nous avons une divergence sur ce point de vue. Nous avons une divergence et nous avons dans nos services vraiment Richard qui est notre référent juridique. Vous voulez qu'on ait le nombre de procès qui ont été perdus depuis le début de l'année? Là, justement, j'en ai un qui a été perdu contre la préfecture. Il me semble qu'au mois de septembre, la commune a été condamnée à payer l'amende de la loi SRU. À combien elle s'élève? J'aimerais savoir. Parce que... alors là, monsieur vous faites fausse route. Et si vous voulez qu'on aille sur ce terrain, ça va être très clair. C'est sur le DALOS, c'est public. La condamnation de la commune a été publique. Donc, dites-moi que. Expliquez-moi. On n'a jamais caché que la commune était carencée et que du coup elle a des pénalités, comme les 33 communes du département qui sont carencées. Donc, toutes les 33 communes ont attaqué le préfet. Non, il y a eu des positions sur les nombreuses communes ont attaqué le préfet. Que je sache. Mais après, c'est la position de la commune sur une aide. Ne vous indignez pas, ma seule question c'est de savoir combien on va devoir payer sur Je ne m'inquiète pas, je dis simplement en effet, on a engagé un recours auprès du préfet sur cette injustice clairement alors qu'on crée du logement social, alors qu'on a la volonté c'est la loi, Madame le maire, c'est la loi. Non, mais non, vous ne savez pas pourquoi on a attaqué. Merci. Chacun et je peux vous dire qu'on a défendu notre bonne volonté de vouloir créer des logements sociaux, mais que le triennal imposé ne nous permettait pas d'aboutir à ce résultat et que le sous-préfet, lors de nos réunions régulières de bilan et d'état, a félicité plutôt la commune sur cette volonté de rattrapage des logements sociaux, etc. Et pour autant, nous avons eu la carence définie parce que c'était nationalement. Donc si on a attaqué le préfet, c'est parce qu'il y avait divergence entre ce qu'on nous disait au niveau du département et de la sous-préfecture avec nos réunions régulières et du résultat obtenu national. Voilà. Et on a perdu. Est-ce qu'on a perdu ou a-t-on gagné le procès? Non. On a perdu. Oui. Bon, combien va-t-on devoir payer du coup cette année? Non, rien. Pourquoi? Parce qu'on engage toujours des travaux sur le truc et qu'on déduit les travaux engagés de notre pénalité. Donc on ne va pas payer. À payer. Même si on a déduit, ça vient. Mais de toute façon, on a toujours dit, la commune est carencée, elle a une pénalité, mais on ne paye pas de pénalité parce que les frais de justice n'ont pas été gratuits sur cette histoire où finalement nous perdons. Combien d'appels y a-t-il eu? Combien ça a coûté tout ça? Mais moi j'ai une... Non mais... C'est hallucinant. Non, il n'y a rien d'hallucinant. Il y a simplement une volonté de dire qu'il y a une injustice à ce niveau-là, parce qu'on a présenté nos raisons du retard, on a présenté notre volonté, et pour autant, on n'est pas écouté. Donc à un moment donné, que ce soit la préfecture ou non, eh bien, on affirme notre volonté de dire c'est pas normal. Et on était un certain nombre de communes à faire ce recours là-dessus, chacun se défendant, bien entendu, par rapport à ces arguments. Mais voilà, si vous trouvez que ça est juste, c'est votre position. En tout cas, moi j'ai une position claire là-dessus. Comme ça, c'est pas nous. J'ai du mal à comprendre, excusez-moi, parce que c'est quand même 2 ans, je crois, qu'on n'avait pas de pénalité. Et c'est voilà, c'est quand même là, je crois qu'on se féliciter du travail qui a été fait sur la commune en termes de logements sociaux. Il y a un travail énorme. Ne détournez pas le sujet. Moi, je suis en train de vous parler des procès multiples de la commune. Monsieur Faron, vous ne coupez pas la parole à monsieur. Non, je laissais expliquer. Vous ne lui avez pas donné que je sache. Si, je viens de lui dire de prendre monsieur Bonnet prend la parole.
Il y a une conception de la démocratie, de la prise de parole qui n'est pas la même chez vous et chez moi, j'ai l'impression. Oui, ça c'est clair, hein. Moi je la respecte. Je ne vais pas espérer les votes. Merci d'avoir dit. Donc, je crois qu'il y a un vrai travail qui est fait aux élus du social et Madame le maire pour améliorer les constructions de logements sociaux, pour en construire beaucoup sur la commune. Il y a un combat qui est mené justement bien concentré avant qu'on n'ait pas payé cette unité, et au contraire, plutôt que d'enfoncer Madame la maire dans ce combat, on devrait la féliciter et l'encourager à poursuivre ce combat. Et moi, en tout cas, je le fais. Merci. Également. Merci. Donc c'est pour cela que l'établissement public foncier PACA se substitue à notre commune pour effectuer des droits de préemption, si je comprends bien, puisqu'on est si bon que ça. Voilà, voilà. La préemption d'un bien, parcelle numéro 1437, avec une chambre de vol. C'est public. Mais ça n'a rien à Pour voir. faire 6 logements, qui coûte un argent encore terrible aux contribuables. Voilà, il y a un moment où, dans tout quoi qu'il se passe, c'est bon pour dépasser l'argent public. Non, mais monsieur Faro, là, vous avez une posture vraiment inacceptable. Mais enfin, oh, mais non, vous répétez ça depuis le début du conseil, c'est votre leitmotiv d'aujourd'hui. Alors, je défends votre moi, je vous avais prévenu que c'était énorme ce qui allait se passer. Non, mais merci de le laisser. Si vous n'entendez pas bien le c'est quand même un problème. Ce serait peut-être bien que vous éteigniez votre micro, comme ça vous ne couperez pas sans arrêt la parole, et je vous la redonnerai si vous voulez la prendre. En tout cas, EPF PACA achète en effet ce foncier pour construire 6 logements sociaux, et on n'a rien à cacher face à l'ancienne coopérative pour compléter l'offre en centre-ville, et vous avez vraiment très mal lu cet élément, parce que en fait, ça permet à la commune de ne pas faire l'avance justement sur ce foncier et achète ce foncier et travaille avec nous, parce qu'en fait, EPF PACA est le seul organisme public qui travaille en main dans la main avec les communes pour faire le projet que la commune souhaite. Et la commune a demandé que ce soit un petit projet, 6 logements, face à la coopérative agricole ancienne qui vont avoir, eux, 11 logements, pour avoir du logement social à proximité du centre-ville. Et ça, c'est vraiment une chance, parce que arriver à trouver des petites dimensions en logement social, et 6, ce sera très très bien, eh bien nous aurons de nouveau une nouvelle offre là-dessus. Donc voilà, simplement dire que M. Faro, sur des annonces que vous faites en brandissant substitution de l'EPF pour la commune, ça n'a rien à voir. C'est au contraire un vrai accompagnement. Et nous avons passé des conventions cadres avec l'EPF pour justement permettre ces solutions. Et je peux vous dire que 80% des personnes sont éligibles au logement social. Nous sommes en zone tendue. Nous avons encore plus de 80 personnes sur les listes entre T2, T3, T4 et qu'on y contribue à la mesure du raisonnable. Jusque là, ça va être 6 logements à cet endroit-là. Voilà. Bien évidemment. Bien évidemment, mais c'est pas le problème. Encore une fois, vous n'avez pas le même axe que moi de vision. Évidemment que du logement social, il en faut. Évidemment que nous sommes en carence. C'est pas de ma faute. Je crois que je suis pas au pouvoir depuis ni la commune. Je ne suis pas aux manettes. Je suis pas là. Vous avez soutenu quelqu'un qui refusait absolument le logement social à la commune. Et c'est à lui qu'on l'a donné et aux gens qui le soutenaient. Je vois que la parole du citoyen a une belle conception de la démocratie de la parole, comme il y en a qu'un qui a droit à la parole, si, quoi. Alors, je me place sur une optique financière, je considère que cet achat est hors outil, qui va encore se fonctionner sur les finances publiques, et qui plus est, il oublie le paramètre, mais pour ça. Le paramètre qui est un local commercial dessus. Non, mais il n'a pas oublié. Bon. Alors, puisqu'on fait de la communication, j'ai quand même été surpris qu'on ne parle pas de cette histoire avant, parce que c'est quand même important qu'on soit mis au courant que c'est municipal de ce qui se passe dans la commune. Parce que c'est donc,
que en gros, c'est quand même quasiment fait. Donc voilà, donc je vous écoute. Que va devenir le contrôle technique? Il se ferme, il se va, qu'est-ce que ce concept? Écoutez, il y avait une opportunité et une vente de ce bâtiment-là. La commune a saisi l'opportunité de pouvoir se positionner sur cette vente-là, puisqu'il y avait une vente, hein, donc le commerçant qui est à l'intérieur de ce bâtiment sait très bien que ce bâtiment allait être vendu. Et la commune, avec des services urbanistes, ont travaillé avec EPF PACA pour que justement EPF PACA puisse faire l'achat de ce foncier dans un temps futur. Mais en tout cas, l'achat est fait et le propriétaire qui vendait ce bâtiment a, lui, la possibilité de le vendre. Et on travaillera en temps voulu avec EPF PACA pour arriver à 6 logements à venir pour la commune, 6 logements sociaux supplémentaires. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Okay. Alors j'ai encore des questions sur la maison des associations. Quelle délibération? C'est pas une délibération, c'est une Bon, on finit d'abord les décisions du maire, s'il y en a d'autres pour pas nous faire à la secrétaire, Paula. 20, 23, 133. C'est 133. 133. Travaux d'abattage des arbres à 70 000 €. C'est pareil, c'est un accord cadre de travaux, c'est le maximum pour l'année, pour pouvoir intervenir rapidement sur les arbres tombés, les arbres morts, et avoir une société qui vient immédiatement pour régler ça. Je pourrais en avoir une copie, s'il vous plaît, parce que mon inquiétude, c'est la même que quand le département a taillé les platanes hors saison réglementaire pour la protection des oiseaux. Donc j'aimerais bien suivre ce dossier, si c'est possible. Donc j'aimerais bien l'avoir, si c'est la possibilité d'avoir. C'est pareil, c'est un accord cadre, donc c'est communicable. Et on les appelle pour ce qu'il y a besoin. Voilà, et je vous demande surtout de la vigilance concernant les périodes annuelles. Ensuite, le 20, 23, 113, non, 125, non, 113. Oui, 113. 113, oui. Qu'est-ce qui se passe avec le petit groupe d'entraide? Il y a un avenant qui est signé, c'est quoi? Oui, alors on ne va pas avoir que le petit groupe d'entraide, on va avoir le LIP aussi, le lieu infini des possibles, et les amis de Pont-Royal. Pourquoi? Parce qu'on a souhaité faire des avenants au mois par mois, puisque le LIP et le petit groupe d'entraide savent très bien qu'ils sont là à titre provisoire en attendant la maison de santé et l'activité commerciale. Et donc, on préfère leur faire des avenants, donc vous enverrez systématiquement à chaque conseil, au mois par mois, pour ne pas nous bloquer dans les travaux et dans l'évolution de la maison de santé. Par rapport au petit groupe d'entraide, je trouve cette idée et ce fonctionnement vraiment formidable. Mais il y a une chose qui est gênante, c'est que le local soit dans la rue commerçante. Parce que j'ai discuté avec des commerçants et ce qui se passe dans ce lieu d'entraide, qui est très très bien, est bien peu gêné et gêne certains commerçants. C'est ce qu'on m'a expliqué. Donc est-ce qu'il y aurait une possibilité de déplacer ce fonctionnement d'entraide dans un autre lieu, un autre local que dans la rue Fernand-Poriol, qui gêne le fonctionnement des commerçants? Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la gêne des commerçants? Parce que je trouve ça. Et oui, parce qu'il y a des objets qui se donnent, qui se vendent à des prix dérisoires, et il y a des commerçants qui vendent les mêmes objets, évidemment, voilà, à des prix plus chers. Donc ça pose un problème pour le commerce. Et la rue commerçante, il est dommage qu'on n'essaie pas de garder les bâtiments pour des commerces alimentaires.
Parce que bientôt, eh ben, les commerces alimentaires, il n'y en aura plus dans la rue Fernand-Poriol. Et c'est regrettable. Je laisse la parole à Philippe, qui est donc élu à l'économie et l'emploi. Oui, bon, donc effectivement, le petit groupe d'entraide collecte des vêtements pour les plus nécessiteux et organise, bon, je dirais rarement, de temps en temps, quelques bras d'œuvre. D'accord ? Il y a par cette période-là, il n'y a pas d'objets vendus et ils sont vraiment donnés aux familles qui en ont besoin. Ensuite, effectivement, quand on regarde les commerces qui sont dans la rue Fernand-Poriol, je dirais que ce n'est pas du tout le même public en fait, qui va dans les boutiques qui sont dans la rue que le public qui va justement au petit groupe d'entraide. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un impact important sur l'activité. Alors déjà, rien que ce local pourrait être loué et réservé pour une activité commerciale, de façon à garder la... Alors, Armel, tu peux mettre ton micro pour être entendu, parce que ça veut dire que tu as une méconnaissance du projet de la maison de santé. Alors, donc, Philippe, continue. Donc effectivement, ce local pourrait être loué à un commerçant qui pourrait avoir des activités qui participerait vraiment à la dynamisation du centre-ville. Par contre, il y a un gros projet qui est en train de se mettre en place, qui est la maison de santé, qui va englober à la fois le petit casino et justement le local dans lequel est le petit groupe d'entraide. Donc ce projet est en train de se mettre en place. Il y a un AMO qui a été choisi, etc., qui travaille sur le sujet. Et je pense que les travaux devraient démarrer milieu de l'année prochaine, à peu près, voilà. Donc au préalable de ces travaux, il y a des travaux de préparation qui seront à réaliser. Donc effectivement, comme le disait Madame le maire, le petit groupe d'entraide et la LIP, ils sont provisoirement, je dirais. Donc en fait, ils vont quitter, on travaille quasiment au mois par mois, parce qu'on ne sait pas exactement la date à laquelle vont démarrer les travaux, et d'ici quelques mois, ils seront obligés d'aller faire leur activité ailleurs, et on essaiera de les aider éventuellement à trouver un autre local pour pouvoir faire cette activité. Et je reviens à cette même idée de base. La maison de santé, j'en ai entendu parler, hein, c'est très très bien, c'est merveilleux, mais est-ce qu'on ne peut pas prévoir ça ailleurs que dans la rue commerçante? Parce qu'on est en train de la casser complètement. Mais non, on ne la casse pas, en fait. Bon. Alors je dirais quand même, effectivement, il faut quand même savoir que cette maison de santé va occuper soit une partie, je dirais, du rez-de-chaussée, d'accord, et 2 étages, autant que je me souvienne. Par contre, on a prévu de créer un espace commercial avec des vitrines dans la rue Fernand-Poriol de manière à avoir la continuité commerciale dès le début de la rue, d'accord, dans lequel on pourra placer effectivement, donc on verra plus tard quels sont les types de commerces qu'on peut placer, mais ce sont les commerces complémentaires et nécessaires dans la rue. Oui, très bien, merci de cette réponse, Philippe, parce que c'est clair. Et voilà, je reste toujours choquée par ces propos, parce que il faut savoir que le CCAS est très très actif, et merci Zulika et Virginie de l'action que vous faites. Et le petit groupe d'entraide est un groupe, une association formidable dans le bénévolat, dans l'accompagnement de plus de 30 familles. Ils travaillent vraiment en toute transparence aussi avec ces familles. Et voilà. Dire qu'ils sont en concurrence avec les commerçants de la rue, le contraire, sont très choquants. Et je trouve cette action merveilleuse. Pour aider les gens, où on les je trouve cette action merveilleuse. J'ai commencé ma discussion en disant ça. Oui, mais c'est choquant après la suite. Oui, parce que pour les mettre ailleurs, ce sont les commerçants, ce sont les commerçants qui l'ont précisé. Oui, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Très bien. Donc si on a fini
les ventes, comme dans toute association, ça ne peut être que 5 fois l'année. C'est tout. C'est pas un magasin permanent pour monsieur tout le monde. Allez discuter avec les commerçants, vous comprenez. D'accord, mais ils n'ont rien compris. Il faut leur expliquer. On est là pour leur expliquer. Je pense que... Allez, donc si les décisions du maire ne font plus l'objet de débats... On dit 7,42 un arbre, une subvention pour planter 41 arbres. Ouais. On n'a pas comité environnement, Morissette, définir des lieux, des arbres, ça peut être un verger à poursuivre, ça peut être des ombrages, ça peut être... voilà, on trouvera facilement les 41 arbres à planter sur la commune. Oui, ça certes. C'est pour savoir si c'était déjà défini ou pas. Non. Donc, on peut y réfléchir. J'ai remplacé les arbres la végétalisation des arbres coupés, c'est de travailler aussi avec les espaces verts et créer des zones d'environnement pour créer des zones d'ombrage, poursuivre le verger, des arbres qui ont été coupés. Malheureusement, on a quelques arbres malades, donc il faut les remplacer, etc. Donc en info diverses, ce matin, nous avons eu le plaisir de recevoir le label des rubans de patrimoine, prix départemental pour la maison des associations. Et donc, nous avons été récompensés par rapport à la rénovation de cette maison, autant sur le concept que les travaux de rénovation. Donc, je pense qu'on peut être fier du résultat et de cette vie depuis 1 an à la maison des associations qui croise toutes les associations. Et ce matin, nous recevions les rubans de patrimoine et vous verrez une petite plaque à l'entrée du bâtiment qui est une vraie reconnaissance par rapport à ce projet. Sinon, dire que nous sommes dans la semaine bleue. Donc merci Emmanuel qui est épuisé mais qui va poursuivre jusqu'à vendredi pour une semaine bleue très dynamique. Nous avons, et Gérard le précisait, une saison culturelle assez riche et un week-end de la fête de la science et Rallument les étoiles. Un tournoi de golf aussi sur la commune ce week-end. Et un salon du bien-être mené par une association à la salle des fêtes, tout le week-end. Ça, c'est pour la dynamique. On rentre en octobre avec Octobre Rose. Donc, ce salon du bien-être rejoint Octobre Rose et au profit des différents cancers et des préventions du cancer du sein. Ça concerne les animations. Concernant à venir les commémorations le 1er novembre, je vous rappelle que c'est au cimetière, ne vous trompez pas, à 11h. Le 11 novembre, c'est au monument aux morts. Et nous avons samedi matin, le 2 décembre, la cérémonie des nouveaux arrivants. Vous pouvez le noter sur le thème de la Provence. En informations diverses, nous avons le 6 et le 11 octobre des permanences fiscales avec M. Buissard. À ce propos, il y aura une communication dans Valmore Info et M. Buissard, à chaque rendez-vous, remet une lettre à pourquoi ma taxe foncière a-t-elle augmenté en 2023. Donc vraiment les explications là-dessus et tout en notant que les taux restent toujours les plus bas du pays salonné et la raison de cette augmentation. Et on n'arrive pas à cacher puisque c'est sa session des permanences. Et la communication dans Valmore Info à venir aussi, mais en fait on le sait bien depuis les orientations budgétaires qui ont commencé au mois de février de cette année. Le forum du handicap sera le 14 novembre, donc pensez-y aussi, notez-les dans votre agenda. C'est une très très belle journée avec toutes les écoles et tous les acteurs qui travaillent à ces différences. Et le prochain conseil municipal sera le 6 décembre. Voilà, vous savez tout.
Pardon. Oui. Mais pardon trop. Je voudrais juste ajouter que juste après le non, le téton aura lieu comme d'habitude effectivement début décembre. Mais je vais rajouter que juste après le forum du handicap, donc le samedi, il y aura le Movember, qui est organisé par l'association des professionnels de santé, dont je n'ai plus le nom. Mais bon, le CBTS, voilà, le Movember, donc c'est donc un événement qui va regrouper l'ensemble des acteurs de notre territoire autour d'un certain nombre d'activités sportives pour certains types de cancers qui sont des cancers des hommes, en fait, c'est ça, voilà, principalement. Voilà, donc ça aura lieu le samedi, donc le 16 ou 17 novembre. 18 novembre, pardon. Merci, Gisèle. Alors, s'il vous plaît, j'ai vu que vous alliez recevoir une subvention pour la porte de l'église, chose qui me fait très plaisir, parce que la porte est en train de s'abîmer et d'être brûlée par le soleil plus. Avez-vous une idée à peu près de quand vous allez la recevoir? J'ai signé le bon et l'entreprise spécialisée des bâtiments, parce que c'est une très belle porte en noyer. En noyer qui n'a pas un trou de verre. Donc normalement, avant Noël, la porte sera refaite. Oh, quelle bonne nouvelle. Alors je regrette beaucoup par contre que vous n'ayez pas eu les rubans pour un superbe monument classé, l'oratoire Saint-Pierre dont je vous parle depuis 2 ans. Alors, l'oratoire, les subventions sont demandées, et peut-être qu'on demandera ce label des rubans du patrimoine. Voilà, vous pourrez les avoir et vous l'aurez restauré. Parce que c'est le bâtiment classé. 2 ans avant, c'est ça? Merci. Oui. Ah, elle est facile, Françoise. Oui, c'est bien, parce que c'est avec un groupe Provence. Oui, provençal, vous avez peut-être remarqué qu'en dessous du nom de Malmort se trouve le nom en provençal, et donc un travail qui a pris forme depuis pas mal de temps et qui a été mis en place là. Donc maintenant, vous verrez des panneaux avec Malmort Prince, avec le blason de Malmort et le blason de Provençal. Voilà. À l'entrée, à sortie. Ça y est, ils sont installés, il nous reste à communiquer. Bravo Françoise de ce travail-là. Voilà. Justement, concernant ce nom, il y avait eu un premier refus qui avait été essuyé pour accoler en Provence à Malmort. Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'on a eu un accord? Est-ce que c'est toujours en cours? Oui, non, en fait, vous vous rappelez qu'on avait délibéré avec le nouveau conseil municipal en 2020, on avait été redemandé, alors on avait eu cet accord, mais redemandé la confirmation, donc c'est reparti, et c'est très très long en fait. Toujours pas de réponse à 3 heures. Est-ce qu'on peut continuer à mettre en Provence? Oui, alors là, on peut le mettre au niveau du provençal, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà. Mais au niveau des panneaux, il faut attendre. Non, il faut attendre. Mais bon, après, au niveau, on a déjà anticipé. Et on va bien quand même le mettre à un moment ou à un autre. Mais attends, on va obtenir l'autorisation, donc on n'aura pas à regarder le panneau. C'est ma bonne histoire. Alors, 2 dernières questions. J'y reviens. La maison des associations, pour sa proximité immédiate, dans un premier temps. Par un courrier de juillet 2022, vous aviez indiqué aux riverains que la partie qui était ajourée et qui donnait vers Notre-Bas allait être pourvue de brise-vue. Et ben non. Il n'y a rien de fait. On a planté. La brise-vue est végétale. Laissons pousser la nature. Des panneaux occultants aussi. Ils ont été mis juste après la porte. Ils ont été mis là où on n'a pas pu planter. Après,
le reste est planté et on ne peut pas s'approcher. Il y a un grillage qui recule de 2 mètres, donc on ne peut pas voir en dessous si on a 2 mètres. Ok. Alors, montez-y, monsieur Faro, montez-y. Je suis monté, c'est pour ça que ça me paraît bizarre, mais bon, justement, j'ai vu un gros caillou aussi au milieu d'un jardin, il s'est passé des choses, mais bon, c'est un problème. La foudre, voilà. Donc, c'est bien de chercher toutes vos sources parce que. Je sais, j'y étais quand même, j'ai vu. Les critiques là-dessus. La foudre est tombée, il y a un expert qui est venu, on est exactement à la journée, 13 juin. 13 juin, exactement, catastrophe naturelle sur la commune. Donc, c'est pas ça. La deuxième question, c'est donc je donne ou une confirmation, une information ou une information. J'ai entendu dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Là, j'aimerais juste savoir que est-ce que des entreprises qui sont intervenues dans la construction et la rénovation du bâtiment ont attaqué la mairie et demandent des dommages et intérêts? Si c'est faux, vous me dites c'est faux, et si c'est vrai, voilà, on peut croire. Et si c'est vrai, est-ce qu'il y a un risque financier pour la commune? Mais M. Faro, vous semblez oublier que la communication a été faite, parce que quand on a parlé du budget, M. Sambin a très bien fait remarquer qu'on était avec une épée de Damoclès à ce niveau-là, tant qu'avec l'entreprise, on n'avait pas réglé ça, c'est une histoire de Covid et des 2 ans. Oui, c'est pas attaquer, c'est nous signifier des différences et des grands écarts que nous avons entre ce qui avait été annoncé et la période qui a duré, les travaux. Donc merci aussi aux personnes qui ont pu attaquer cette maison, les associations, et qui nous ont fait perdre des années de travaux avec des entreprises qui ont attendu et qui nous ont amené beaucoup d'argent et qui nous ont amené ces difficultés là maintenant et qui n'est toujours pas réglées, je suppose, mais je me tourne vers ma DGS à ce propos. Oui, oui, à ce propos, il y a donc une entreprise avec laquelle en effet ça a été discuté parce que ça fait le 2e budget où il est prévu des dépenses imprévues. C'est pas une provision parce qu'il n'y a pas de procédure. Nous sommes dans le cas particulier où, pour 3 raisons, et à 3 reprises, le chantier a dû s'interrompre. Et ça n'est ni du fait de la mairie, ni du fait de l'entreprise. De sorte qu'on s'est rencontrés à plusieurs reprises pour s'entendre sur, non pas une prise en charge de ces délais générés par ces trois événements, mais par une indemnité. Et cette indemnité ne sera entendue qu'entre les 2 parties et nos conseils. La voie, c'est plutôt celle du dialogue et de la convention transactionnelle, ce qui nous permettrait d'éviter tout litige. Donc là, nous sommes s'agissant de cette entreprise, sur une des dernières pièces. La notification du BGD a été adressée. J'ai eu la posta la semaine dernière et la semaine d'avant qui est une responsable de l'entreprise. Ça a tardé évidemment. Bon, chez nous aussi, il y a eu des difficultés administratives, des parts d'argent, des pas tout de suite remplacement. Et puis derrière, on a dû prendre la tâche de nos conseils et juridiques et techniques pour cette affaire, puisqu'après, les délais courts qui nous empêchent. Donc là, on est sur les termes, ceux qu'on avait établis lorsqu'on s'est rencontrés au moment de toute cette affaire, tout ce temps. La discordance, elle était autour de. Ben voilà, on a été arrêté à 3 reprises, ce chantier a été arrêté à 3 reprises pour ces raisons, et du coup, le montant s'étend. Donc, c'est exagéré, et ce qu'on a voulu décortiquer, c'est les montants qui nous demandaient. Et s'entendre bien sur l'idée qu'on était dans une démarche conjointe de trouver l'indemnité la plus adaptée, la plus équitable pour les 2 parties. Donc personne n'est responsable, mais en même temps, chacun des 2 parties doit faire un effort. C'est pourquoi on est dans une démarche un peu à part qui se traduira par une convention transactionnelle. Et voilà, une évaluation à peu près du truc ou pas encore? Pas encore. Pas encore, puisque voilà, on est dans ces pourparlers.
Mais ça sera forcément communiqué de toute façon. De mémoire, on partait de plus de 600 mètres. Ça, c'est ce qu'il demandait. Non, ça, c'est ce qu'il demandait. Voilà, un peu plus de 600 mètres. Ouais. On peut estimer qu'une transaction, elle tournera autour de 300 000. Voilà. Moins, il faut vous donner une prime. Hein. Et ça non, parce que les entreprises, ils ont du haut pour avoir. Ben oui, mais après, c'est moitié, surtout avec le. Non, pas moitié. En tout cas, tout ça est décortiqué pour qu'on arrive au prix le plus juste. Parce que les forfaits sont volés et les délais courent. Après, il faut rassembler toutes les informations du chargé d'opération, du contrôleur, pour arriver les dates, tout vérifier. Donc, ce qui est dit est servi par eux et ce qui est servi par nous. Donc, on est dans ces démarches. Voilà. En tout cas, on l'a bien dit, ni la commune ni l'entreprise, donc vous imaginez que les raisons sont bien autres, ailleurs. Et voilà, et ma colère aussi sur, malheureusement, parce que voilà, c'est assez scandaleux. Et en plus, il y a l'État qui avait bloqué tout ce qui était pénalité aux entreprises et tout ça pendant certaines choses. Et ça, l'entreprise, il faut que vous entendez aussi. Voilà. Cette précision étant donnée, oui. Voilà. J'aimerais savoir si c'est possible, quelle est la suite du deuxième permis de construire du Lidl. Est-ce qu'il y a une suite à ce projet? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que... Alors, Philippe ou je réponds aussi, hein, parce que en fait, on a travaillé vraiment ensemble. Alors, ça fait maintenant plus d'1 an qu'on travaille vraiment main dans la main avec Lidl pour faire avancer le projet, faire en sorte que la commune y retrouve son compte et pour assurer à la fois les aspects, je dirais, commerciaux, mais aussi tous les aspects liés à la sécurité, etc., du site où il est prévu. Par contre, effectivement, maintenant, la balle est dans le camp de la métropole, il me semble maintenant, puisqu'on attend un retour de la métropole sur la faisabilité du projet, en fait. Voilà. Alors, moi, je ne dirais pas trop main dans la main, parce qu'en fait, on était plutôt à répondre aux exigences suite au refus de la CDAC, de ne pas faire un projet comme il l'entendait, mais un projet assez exceptionnel à l'image de ce que la commune souhaitait, hein, question environnementale, question énergétique, question entrée-sortie de cet espace, puisqu'on savait que c'était pas, c'est un terrain en effet commercial, mais en tout cas il y avait un gros travail sur les voiries. C'est bloquant au niveau de la métropole pour le moment. J'aurais préféré que la métropole nous dise ça avant qu'on travaille et qu'on passe du temps à chaque point d'étape là-dessus, mais pour le moment, voilà, toujours en stand-by au niveau du projet Lidl et pas de dépôt réalisé. Le projet, lui, il est maintenu, il est toujours en cours. Il n'y a pas de dépôt de permis actuellement, donc c'est toujours en travail. Je voudrais savoir si vous avez contrôlé le paratonnerre sur le clocher de l'église, justement par rapport au problème de la foudre, ou si le paratonnerre ne fonctionne plus, ou s'il n'y est plus. J'ai essayé de voir s'il y était, je ne l'ai pas vu. Oui, il y est. Son fonctionnement, on va le contrôler parce qu'on va reprendre toute la toiture là, au début de l'année prochaine. On va reprendre toute la toiture et en même temps, ils reprendront le paratonnerre complètement. Parce que voilà, on ne va pas le faire refaire maintenant, alors qu'on rattaque toute la toiture. C'est engagé des. Là, c'est sur le clocher, hein, le paratonnerre. Oui, mais sur le clocher aussi, il y a des câbles qui passent dans la toiture, donc on ne va pas désosser. Parce que j'ai reçu chez moi 2 spécialistes de EDF et électrique
qui m'ont bien précisé que si le paratonnerre ne marche pas sur le clocher de l'église, qui est le point le plus haut du village, eh bien nous sommes en danger. Oui, tu l'avais dit. Je l'avais dit. Non, non, mais voilà. Parce que c'est très sérieux. Il y est, mais c'est très sérieux. En effet, il y a un problème de fonctionnement. Mais ça va être pris et c'est pris en compte avec la réflexion de la toiture à venir. Là, on fait la porte et après on va reprendre de la toiture. J'espère qu'il n'y aura pas d'orage entre-temps. Avec toute façon, ce n'est pas les travaux qui se font facilement. Ni du jour à la même, le paratonnerre et par la deuxième aussi. Bon, moi je voudrais parler de... Il y a un décret, donc le décret est paru sur les communes qui peuvent créer la taxe sur les logements vacants et augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc Malmort, qui est en zone tendue, comme on l'a dit, est donc concerné maintenant, depuis le 1er septembre. Alors, donc on va pouvoir mettre la taxe sur les logements vacants, la taxe sur les résidences secondaires, on l'a augmenté, la taxe d'habitation a augmenté cette année. Et j'avais soulevé le problème du faible rapport de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Cette réflexion, elle a été confortée par un article paru dans le régional où Pélissan vient de délibérer pour augmenter la taxe sur les résidences secondaires. Ils ont 162 résidences secondaires qui rapportent 100 000 €. Et donc, en augmentant de 60% la taxe, ça rapportera 160 000 €. Nous, d'habitation. Donc, à Malmort, d'après l'INSEE, on a mis 245 résidences secondaires, mais tout ça, jusqu'à présent, ça rapporte que 200 000 €. Alors, j'ai déjà parlé de ce problème plusieurs fois lors des discussions budgétaires, et donc, ça me conforte dans l'idée qu'il nous manque au moins 200 000 €. Et donc, j'ai proposé de travailler sur ce sujet avec la DGFiP, et il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire parce qu'il y a un tel écart. Enfin, aujourd'hui, il ne s'explique pas. Enfin, en tout cas, je n'ai pas l'explication. Ouais, je vais laisser la parole à Mme Vergne parce que, bien entendu, vous savez plusieurs conseils municipaux où nous avons fait cela. On n'était pas en zone tendue jusqu'à présent, donc on attendait cela et là, ça y s'est passé. Par contre, ça libérera dans le 1er octobre 2004. Donc, ce sont des choses qu'on peut prévoir l'année prochaine. Mais sur les écarts, je pense que Mme Vergne a appelé ce qu'il fallait. Alors, deux choses, une précision quand même sur la taxe sur les logements vacants. C'est vrai que la taxe d'habitation aujourd'hui, c'est pas celle d'avant, elle renferme les bases des logements vacants, des résidences secondaires. Elle est sûre. Elle regroupe tout ça, c'est plus seulement une taxe d'habitation. Une fois que l'histoire n'a rien dit, on n'a rien dit, puisque même nous n'avons pas délibéré sur une taxe sur le logement vacant qui venait je veux juste faire c'est un petit peu compliqué. Et nous n'avons pas pu délibérer là, parce que là, rapidement, sur une taxe sur une résidence secondaire. Il faut savoir quand même que ce soit, concernant les logements vacants, que ce soit sur la taxe d'habitation d'avant, ou si on avait institué la taxe locale, la taxe sur les logements vacants, il faut savoir que ça part à l'État. De toute façon. Donc, logement vacant, il n'y a pas de sujet. Sur des résidences secondaires. La résidence secondaire, elle se définit comme étant une résidence avec pour principale vocation une utilisation personnelle ou familiale. Ça veut dire que dès lors, ça exclut du champ toute habitation touristique. Et du coup, on n'est plus tous sur la même base. Ça, c'est une définition. Là, lorsque l'année prochaine, on
Il y a un distinguo fait entre l'habitation touristique et la résidence secondaire. Une fois ça fait, l'année prochaine, on saura dans les délais pour délibérer sur, en effet, les résidences secondaires. Là, je suis en relation en ce moment avec le DGFiP, justement, pour clarifier tous les points. Parce que plus on avance, plus c'est abscons. La base actuelle de la résidence secondaire est de 2,5 millions. En fait, vous parlez, j'ai lu cet article à propos de Paysanne, on parlait de 160 logements. En réalité, ce n'est pas la quantité de logements, c'est leur valeur, c'est leur base qui compte. Donc ça, c'est un premier point. Par ailleurs, notre taux est très bas, c'est 97. Lorsque nous avons institué sans doute la taxe sur les résidences secondaires, il faut savoir qu'il y a un taux de majoration que je ne connais pas aujourd'hui, que la DGFiP ne peut pas me donner, qui va venir s'appliquer. Par exemple, sur Arles, le taux de majoration, c'est 0,85. Donc, c'est-à-dire que sur la base, on applique, on le multiplie par ce fameux taux, on le multiplie par le taux de la commune, et après, on applique le fameux taux qu'on pourra appliquer, qui va de 5 à 60%. Donc, Arles, pour cette affaire, va gagner, voilà. Enfin, j'ai demandé à faire le calcul sur la base, sur notre base de l'année dernière, puisqu'on ne connaît pas les bases 23, les prévisionnelles, là, sur lesquelles on a voté le budget, on n'a pas les définitives. Sur la base de 2022, ça nous rapporterait 116 000 l'application de la taxe de résidence secondaire. C'est pas énorme, on fera quand même parce que c'est toujours ça. Mais s'agissant de votre questionnement qui est, il y a quelque chose dans ce fichier qui ne renferme pas toutes les résidences secondaires. Peut-être, voilà, un début d'explication avec résidence touristique et résidence secondaire. Justement, peut-on ça? Alors, 162 résidences secondaires concernées à Pélissonne, 1245 d'après l'INSEE à Malmort. Peut-on savoir qu'est-ce qu'il y a dans le fichier Philocom de la DGFiP? Mais le fichier, je l'ai. Pour autant, je n'ai pas communiqué. Non, mais moi, je veux juste le nom. Je veux juste le nom. Oui, bon. De toute façon, dès que j'ai les bases de cette année, déjà, on parlera de bases qui sont correctes. C'est pas cette année. Moi, il me semble que depuis des années, la DGFiP ne nous donne pas ce à quoi on a droit. Je sais, c'est quelque chose qui nous a déjà été présenté, mais très franchement, pour avoir travaillé de nombreuses années avec eux, c'est rare qu'ils soient à ce point et aussi longtemps. Voilà, c'est bien l'objet de mon enquête. Bon, un autre sujet, la steppe de Bramejean. Donc, merci pour la présentation du 14 septembre qui a permis à tout le monde, la station d'épuration, d'apprendre un peu ce qui allait se passer là-bas. Donc, à cette occasion, j'ai appris qu'il y avait un dossier de déclaration de loi sur l'eau qui était obligatoire et que la commune, en tant qu'association, on a demandé et j'ai compris que la commune le demandait aussi. Est-ce que vous l'avez reçu? Pas du tout. Donc, pas du tout. Déclaration de loi sur l'eau, pour le moment, oui, vous l'avez demandé et les services de la métropole au 14 septembre nous ont dit qu'ils viendraient au courant des avancées là-dessus. Ils étaient plutôt sur le porté à connaissance, donc on attend en effet voir qu'est-ce qui est communicable là-dessus. Mais de toute façon, comme ils l'ont dit, là, ils seront dans les clous, ils seront dans les règles, puisqu'ils sont sous contrôle direct avec et apparemment, ils sont contrôlés, puisque d'après un article du régional, donc ils nous ont dit que tout allait bien, etc. Puis en lisant le journal, on apprend que les capteurs ne sont pas validés, que l'ARS, enfin l'AVR et l'ARS ne valident pas les capteurs, et donc les chiffres qui nous ont été présentés, pour l'instant, ils ne sont pas validés par les services de l'État.
Donc, et donc, il y a toujours cette inquiétude sur le volume reçu par cette station. Et est-elle vraiment capable de recevoir la surcharge, les surcharges en été, si on rajoute Charleval? Moi, la question, j'ai toujours pas les chiffres, les chiffres qui nous ont été donnés, apparemment, ne sont pas valides. Voilà, donc j'attends toujours le dossier loi sur l'eau, et je signale que ce matin, j'ai été alerté par les habitants de Bramejean parce que la centrale, la station sentait les onglets hier soir. Et donc, soi-disant, elle marche parfaitement, etc. Mais ils se plaignent d'odeur régulièrement. Et c'était le cas hier soir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Ce matin, il paraît que ça ne sentait plus. Bon, qu'est-ce qui se passe? Et si on rajoute Charleval, qu'est-ce qui va se passer? Alors, de toute façon, on a la même inquiétude, donc c'est pour ça qu'on avait demandé cette réunion publique et ce suivi qu'on va avoir. On reste en contact avec le métropole pour les différentes étapes là-dessus. Par contre, dès qu'il y a un signalement, je rappelle qu'on a des référents où il faut appeler pour que les incidents techniques soient enregistrés et qu'ils nous donnent des réponses. Parce que si on n'a pas ces inscriptions d'incidents là-dessus, après on ne peut pas s'appuyer sur des éléments concrets. Donc je veux bien que les habitants de Bramejean vous appellent pour les observations, mais en tout cas, ça serait mieux peut-être qu'ils appellent le maire pour qu'on puisse faire directement des signalements, qu'on ait un rapport d'inscrit et qu'on sache les raisons là-dessus, parce qu'il n'a pas plu ces temps-ci, ça pourrait être un mélange pluvial et assainissement. En tout cas, oui, c'est chaud, mais il y a besoin d'avoir ces écrits-là et les raisons des incidents techniques pour continuer. Merci. Et dernière question. Alors, tu changes de sujet? Je change de sujet. Juste par rapport à la station, désolé, je n'ai pas la réunion, mais juste quelle est la future capacité de la station d'épuration? Aujourd'hui, elle est de 4500 et 4005 plus Charleval, ça fera combien? Ça fonctionne. C'était présenté, et je pense que sur le site de la commune, Eric, il y a le diaporama qui a été présenté avec le bureau d'études qui a travaillé là-dessus et qui précise bien les étapes. Moi, je n'ai pas de tête. Parce que l'autre sujet, c'est que la station, donc c'est toujours le même principe de station, donc le rejet, avant le rejet dans l'occurrence, le transit via un fossé. Oui. Et là, c'est un sujet, parce qu'en fait, la Durance, après, il faut savoir qu'il y a de la baignade autorisée ou pas, peu importe, il y a de la baignade. Donc, il faudrait être aussi vigilant sur les problèmes vétérinaires. Et ça, je ne sais pas, parce qu'à l'époque, c'est jamais pas vraiment traité. Or, il y a des usages à la de la Durance qui nécessitent que cette station ne prenne en compte. Je ne suis pas sûr que c'est ça, je ne l'ai pas vu évoqué dans les articles que je fais. Si, ça a été. On en a parlé et il a été signalé justement pourquoi, puisque avant cette station n'était pas gérée par la métropole, puisque c'est récemment, depuis ce début d'année, que il y a eu le transfert et ils ont expliqué pourquoi elle n'était pas répertoriée non plus, parce qu'elle n'avait pas les données, puisqu'elle était privée. Donc ça a été bien dit en réunion, et du coup, c'est non conforme pour non-apport d'éléments et de données. Voilà. Donc c'est pas non conforme parce qu'elle ne fonctionne pas. C'est vraiment lié aux données. Elle avait déjà fait l'objet d'un dossier de survol à l'époque. Donc elle était privée, mais elle était soumise à l'alimentation classique, donc elle devrait respecter les mêmes normes qu'une station publique. Sauf que les données étaient pas transmises à l'État. Et que l'État ne valide pas les capteurs. Ou les données. Oui, et donc les données. Oui, et le dernier point, c'était... Moi, je voudrais revenir par rapport à cette réunion où justement j'étais présente. Et à la fin de la réunion, j'ai discuté avec un des spécialistes qui était là, et il m'a bien précisé que malheureusement, il y avait des émanations qui partaient dans l'air.
Voilà, alors c'est possible que ces odeurs viennent de ces émanations qui partent dans l'air. C'est des décanteurs. Comme dans toutes les stations d'épuration. Voilà. Donc, nous expliquer qu'une station d'épuration qui fonctionnait bien ne le sentait pas. en attendant, on me l'a dit. Bon, on termine. Dernier élément, parce que là. Le dernier point, ça concerne le zonage d'accélération bientôt, c'est dans quelques semaines. Les communes doivent délibérer sur les projets de zonage sur les zones d'accélération des énergies renouvelables, par photovoltaïque ou autre, éolienne, méthaniseur, etc. Et donc, quel est le planning pour obtenir comment ça doit être fait en concertation avec le public. Donc, quel est le planning pour faire ce boulot? Eh bien, pour le moment, du coup, on n'a pas d'instant sur cette concertation, sur ce travail et ces trucs. Après, l'État dit et on doit faire. Donc, laissons-nous le temps de se poser et de travailler là-dessus. Et si on ne l'aura pas vers la fin de l'année, on le rendra, eh bien, on fera. Voilà. Il y a aussi beaucoup de choses à faire. Je rebondis sur ce qu'il vient de dire, c'est un document assez synthétique, des documents qu'on a en mairie, avec ce qu'on a en mairie, le travail à faire n'est pas forcément hyper compliqué sur les attentes des services de l'État. Non, mais au niveau des services d'urbanisme, je n'en doute pas, sauf qu'il y a une charge de travail importante et qu'en plus, il y a une demande de travail en concertation. On peut rendre facilement un document comme ça en faisant travailler les services et encore, bon, il faut qu'ils trouvent le temps, mais ils le feront vu la conscience qu'ils ont. Mais après, bon, ce travail en effet de concertation et de décision avant le vote, eh bien, il va prendre du temps, c'est sûr. On y travaille. Il y a l'exemple de la commune de Mérindol, où la semaine dernière, il y a une réunion publique sur un projet de parc sur l'ancienne station d'épuration, justement, et la mise à disposition de toiture d'une coopérative citoyenne, une coopérative des services techniques, et la recherche, justement, d'autres projets de ce type-là. C'est la bonne démarche. Mais ça va travailler bien avant. Voilà. Et alors, moi, je voudrais vous faire peur parce qu'après, je vais y aller. Nous aussi. Le micro, par contre, c'est l'enregistrement. Je veux juste dénoncer la conduite sportive de certains bus de la métropole, notamment le matin, avenue de Craponne. Alors, j'ai eu un numéro de téléphone sur Internet. Ne me demandez pas qui c'était, vers quel lien. Bon, je me suis fait jeter, quoi, mais bon, ça c'est pas grave. Mais le plus grave, c'est que non seulement ces bus ont une conduite dangereuse, mais j'ai moi-même été témoin d'un accident d'un vélo qui s'est ramassé parce que le bus allait tellement vite dans sa vitesse, il se déportait un peu sur la gauche, et le vélo, pour l'éviter, est parti dans le fossé. J'arrivais un peu plus loin, je l'ai vu, je me suis arrêtée, j'ai ramassé le monsieur, bon, il n'avait rien. Mais c'est récurrent parce que je passe souvent là le matin et moi-même je suis obligée parfois de m'arrêter un petit peu sur le talon pour les laisser passer vu la vitesse à laquelle ils arrivent. D'accord, ça c'est des signalements vraiment qu'il faut remonter rapidement. Voilà. Alors je l'ai fait remonter parce que l'accident, pareil, on a un référent. Parce que l'accident il date de hier matin. Donc comme c'est un référent transdev sur lequel ma collaboratrice, je vais faire un mail. Ça évite de se... Voilà. Sinon, ce genre de signalement, qui n'est pas de la délation, mais surtout, je pense que c'est la citoyenne, bien sûr, parce que dans la sécurité de tout le monde, y a-t-il un numéro à la métropole ou ailleurs? Nous, on a des référents en fait, en commune, on a des référents Transdev, des référents Orange, des référents... Donc en fait, ce qu'il faut, c'est soit, en tant qu'élu, en effet, la porte d'entrée, c'est le cabinet du maire et ma collaboratrice. Et sinon, en tant que citoyen, c'est la police municipale, qui est notre service sécurité. Et après, eux font remonter cabinet du maire et communication. Donc n'hésitez pas. Ce problème de bus, c'est vraiment sécurité avant tout, et je comprends.
rapide, je suis désolé, mais est-ce qu'il y aurait un autre sujet, le problème de réception Orange sur une commune avec des portables? Parce que dans le quartier, il y a des dysfonctionnements depuis 3 mois. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne peuvent plus, il suffit de faire 10 mètres de plus sur les loin, on ne peut plus recevoir ou appeler. Vous avez eu des travaux au cimetière. Donc moi j'ai eu les opérateurs, les techniciens, j'arrive à remonter un peu le truc, qui me confirment qu'effectivement il y a eu des changements. Et donc il y a des gens maintenant qui réceptionnent mal et qui ne peuvent pas. Donc là c'est pareil, faites remonter, nous on fait remonter au référent Orange. Alors on fait le référent là pour la fibre. Mais s'il y a des soucis comme ça, il faut faire remonter au référent sur la commune. Moi, je faisais depuis 30 ans sans problème. Donc, et là, on va le signifier et appliquer. Et on a beau les appeler, il n'y a aucun progrès qui se passe. Pourquoi ils vont aller là? Non, il ne faut pas enlever.